pour moi, les founders, c'est des oufs, en fait. C'est des mecs un peu créatifs, qui sont courageux, qui n'ont pas peur, en fait, de risquer, et surtout, qui ont suffisamment de gestion de leur ego pour mettre à leur côté des super directeurs qui sont beaucoup plus intelligents qu'eux. C'est toujours celui qui fait qui fera mieux que celui qui cherche la perfection. Alors aujourd'hui, dans Skills, on s'attaque à un défi assez majeur, qui est assez préoccupant pour la majorité d'entre nous, qui est la gestion du stress et de la pression. Et pour répondre à cette question, j'ai un invité, j'ai le plaisir immense de recevoir Cyril Benzaken, donc champion de boxe et entrepreneur, qui maîtrise super bien ce skill. Cyril est 6 fois champion du monde de boxe, de kickboxing et de boxe thaï. Il a mené plus de 70 combats, dont 56 victoires, mais il ne s'est pas seulement distingué sur le ring, puisqu'il mène une carrière d'entrepreneur avec un master en entrepreneuriat à Dauphine. Il est souvent décrit comme le boxeur cérébral, le boxeur bac+5. Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Bonjour Nadia, ça va très bien. Écoute, merci de me recevoir et je vais bien. Écoute, en février dernier, je suis venue te voir au championnat du monde au Grand Palais. Moi, j'ai l'habitude de regarder pas mal le tennis. Et là, je me suis dit, j'ai très envie de l'interviewer et je suis très contente de pouvoir te poser cette question. Je vais droit au but. J'ai trouvé que les adversaires, hommes ou femmes, étaient assez intimidants. Et je me demandais quelle était ta stratégie, en fait, la stratégie mentale que tu avais face à quelqu'un d'intimidant. Et aussi, comme ça va super vite, contrairement au tennis, entre les rounds, en fait, comment tu gères la pression ? Alors, en fait, déjà, c'est intéressant parce que tu as commencé par parler de pression et de stress. Et pour moi, en fait, la pression, c'est l'utilisation du mot stress dans le monde du sport. Et dans le monde de l'entreprise, on parle de stress, mais en fait, c'est un peu la même chose. Alors, tu sais, avant un combat, il y a plusieurs moments de stress. Et le grand pic de stress, généralement, c'est à une dizaine de minutes du moment où tu vas monter sur le ring et où on te dit ouais c'est bientôt à toi, etc. T'as la régie qui commence à t'appeler et tu commences à faire le petit chemin vers le ring. Et t'es en backstage et tu vois ton adversaire parfois où tu le vois pas, et donc là effectivement tu peux avoir un adversaire intimidant parce que physiquement il t'impressionne ou parce que son palmarès t'impressionne, etc. Et donc c'est souvent le même schéma qui se fait en fait, donc il y a un peu d'appréhension qui arrive, donc parce que t'es intimidé, pour reprendre tes mots, et en fait la skills, on va dire, qui te permet de réajuster ton niveau de pression, c'est tout simplement en fait de repenser, si tu veux, à ta préparation, d'où l'importance de bien se préparer et de s'entraîner, et en fait tu te rassures en te disant ok, il y a de la pression. Pourquoi il y a de la pression ? Parce que c'est un événement en jeu, parce que ceci, parce que cela. Est-ce que c'est moi qui ai choisi d'être là ? Oui. En fait, je suis en train de faire quelque chose que j'ai décidé, personne ne m'a forcé. Et maintenant, pourquoi j'ai peur ? J'ai peur en fait de me rater, j'ai peur de si, ok, quelles sont mes ressources ? Je me suis entraîné, j'ai fait ça, t'es prêt, on y va. Et donc, le schéma, et en fait, tu m'as posé une question dans le vif du sujet, c'est vraiment pile le moment où je fais appel à mes ressources, où je me dis, tiens, je me suis préparé pour ci, ça, tout est ok. Et si jamais ça se passe pas comme prévu, faut aussi se dire qu'on est ok avec ça, parce que c'est les aléas de la vie. Merci Cyril. Et entre les rounds, comment ça se passe ? Alors, entre les rounds, intense, ça va tellement vite. C'est moins de la pression, parce que si tu veux vraiment, pour moi en tout cas dans ma manière de fonctionner, le stress, la pression, elle intervient vraiment avant que le combat débute. Une fois que tu es sur le ring, et on va dire une fois que les premiers coups sont lâchés, c'est parti, tu vois, tu rentres dans le match, et donc on est moins dans... On est dans une pression, mais c'est un peu différent. Et donc, au fur et à mesure des rounds, tu as tes hommes de coin. Donc, contrairement au tennis, tu parles du tennis où eux, ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de lien direct avec leur équipe, avec leur staff d'entraîneurs. Là, depuis récemment, ils ont le droit de leur parler. Ah, ça y est, oui, ça évolue. Je sais que c'est en train d'évoluer, ouais. Mais oui, tu as raison. Donc là, tu peux parler à ton coach qui peut venir sur le ring te parler. Donc, nous, en fait, c'est même ça. En fait, on a un débriefing d'1 minute. Donc, on a 1 minute de récupération pendant laquelle on est avec notre staff et où, en fait, on va explorer les axes de travail pour le round d'après, et ce sur quoi je peux mieux faire, ce sur quoi je dois continuer de faire, et en fait du coup la pression elle se gère comme ça. Alors effectivement, tu vois, par exemple, t'es venu au dernier combat, et d'ailleurs c'est assez paradoxal, parce que en fait c'est un combat que j'ai perdu, mais c'est le combat dont je suis presque le plus heureux, parce que en fait c'est un combat dans lequel
alors même si j'ai vu après des choses à améliorer, c'est un combat pour lequel en fait je me suis senti accompli à la fin parce que j'étais content de ce que j'avais livré. Et j'étais pas trop dans la recherche de la gagne sans la manière. Tu vois, j'ai fait le boulot, mais par contre, tu vois, donc dans ce combat, pour moi, je gagne les 4 premières reprises. Et en fait, donc, arrive une pression de la fin de se dire, bah lui, il va tenter le tout pour le tout. Il va finir très fort parce que s'il me met pas KO, a priori, il a perdu le combat. Dans ma lecture, tu vois. Bon, comme pour rappeler aux auditeurs, en fait, la boxe, c'est subjectif parce que c'est des verdicts quand il n'y a pas de KO qui sont rendus par des juges. Et donc, une lecture de combat, elle peut être dans un sens comme dans l'autre, suivant l'appréciation qu'on en fait. Et du coup, en fait, du coup, la pression, c'était de se dire, voilà, il va rester 3 minutes, il va tout faire pour me descendre. Peut-être qu'il va mieux falloir jouer sur la défensive et gérer cette fin de combat pour gérer la victoire au global, ou au contraire se dire non, je veux continuer de marquer mes points et montrer que la victoire me revient, quoi. Et justement, quand tu parles de peur, gestion de la peur, parce qu'on tu joues quand même un peu ta vie. Enfin, il y a un instinct de survie aussi sur le ring que tu as peu dans d'autres sports, dans certains sports, mais pas dans tous. Comment tu gères en fait cette peur ? Si tu l'as, je sais pas, est-ce qu'un boxeur a peur sur un ring pour sa vie, pour son nez Alors, un boxeur, en tout cas, personnellement, oui, j'ai peur. Mais en fait, je n'ai pas peur du choc, je n'ai pas peur de l'éventuelle violence, entre guillemets, qu'on pourrait accorder au coup. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de mal faire. Comme pourrait avoir peur un danseur avant de faire un ballet à l'opéra, tu vois. C'est la peur des coups, elle n'est pas présente. Mais par contre, ce que j'aime avec ta question, c'est que tu vois la manière dont j'essaye toujours de me rassurer, c'est que pour moi, la peur, en fait, elle n'est pas réelle. La peur, en fait, c'est quelque chose qui vient de mon imagination et qui va mettre une idée d'un avenir pessimiste, c'est-à-dire voilà, d'un danger. Le danger, il est réel. Pour le coup, pour le ring. Le danger de me faire mal, le danger de prendre un mauvais coup, il est bien réel. Mais avoir peur, c'est un choix. C'est vraiment quelque chose qui est de l'imaginaire et en fait, de voir le côté obscur de ce qui pourrait m'arriver. Parce que si je pense au positif, j'ai pas peur. Donc en fait, la peur, elle est là souvent dans des moments d'enjeu où si tu veux, t'es parasité par des pensées un peu craintives, tu vois, de doute. Et face à une situation un peu nouvelle, parce que chaque combat est unique, et la peur, elle naît du stress de se retrouver dans une situation qu'on n'a pas vécue. Tout à fait, c'est l'imaginaire, c'est j'anticipe quelque chose qui n'existe pas, c'est comme dire il y a un lion qui va rentrer dans la pièce, mais en réalité il n'est pas là, tant qu'il n'est pas là, ça sert à rien. En termes de soutien de tes proches, je compare à d'autres sports, très souvent les champions, ils vont regarder dans la boxe, il y a ma mère, il y a ma femme. Comment tu les sollicites ? Est-ce que c'est un soutien ? Est-ce qu'il y a besoin de ça ? Est-ce que tu en as besoin dans ta vie ? Et comment tu sollicites ? Tu les sollicites en fait justement pour pouvoir, avant un grand combat ou surmonter une pression ou un stress intense ? Alors, en fait, je les sollicite d'une manière assez curieuse. C'est-à-dire que pour avoir de la force sur le ring, j'ai besoin de recevoir de l'amour. Tu vois, de me sentir aimé. Et alors peut-être que ça se trouve, c'est pour partir dans d'une utopie un peu extrême, c'est peut-être le fait de se dire je vais tout donner, et quand tu pars au combat, dans ma tête, tu vois, des fois je me dis il faut que je gagne coûte que coûte, je veux gagner coûte que coûte, et je suis prêt entre guillemets à partir, enfin à laisser ma vie si jamais c'est ce qui devait se passer pour avoir la victoire. Et du coup peut-être que c'est par rapport à cette un peu philosophie, même si ce que je te dis c'est un peu brodé, quoi, on pense pas tout à fait comme ça, mais que j'ai besoin de ressentir de l'amour des miens pour que ça me donne de la force. Et en fait que ce soit ma famille, ma femme pardon, ou mes amis proches, c'est vrai que j'ai besoin de ce soutien. Et donc ils sont là quand ils sont là quand je combats. Quand tu combats, ils sont là. Voilà, et justement, quand j'approche du combat et que j'ai de la pression, moi je suis beaucoup plus sensible vis-à-vis d'eux, et je suis beaucoup moins patient. Tu vois, je vais avoir besoin qu'on soit comme un enfant, quoi. Tu les regardes ? Par exemple, tu les regardes, tu cherches un regard, ou c'est juste tu sais qu'ils sont là pendant le combat, non, je les regarde pas. Mais déjà ça c'est important. Ouais.
Qu'est-ce qui différencie pour toi un champion de boxe d'un boxeur, un champion d'un boxeur ordinaire? Bah, le champion, si tu veux, pour moi, il est là pour gagner et il gagne, quoi qu'il arrive. Et on va dire, et il va construire sur des échecs, là où un boxeur de haut niveau va faire une carrière de haut niveau et il va peut-être pas savoir rebondir sur des échecs et du coup ça va rester une carrière de haut niveau, quoi, tu vois. Et je dirais c'est à la fois l'ambition et le fait, ouais, l'ambition, le fait de vouloir toujours plus, tu vois, d'être tout le temps dans une remise en question, tout le temps de vouloir faire mieux. Et je pense que c'est ça le champion. C'est quoi ton rapport à l'échec? Tu as déjà eu un moment où vraiment tu t'es dit j'ai envie de tout laisser tomber, j'ai envie d'abandonner et c'était vraiment, tu t'es dit ça y est, c'est fini. Alors en fait, c'est assez complexe à expliquer parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de... Là, comme ça, j'ai deux moments où je me souviens de ça. C'est mon tout premier combat, où, pour te faire un résumé rapide, je commence la boxe à 13 ans. Mes parents refusent que je fasse de la compétition. Donc le premier combat qu'on m'autorise à faire, c'est à 18 ans. Donc pendant 5 ans, je reste focus entraînement. Et premier combat donc, que tout le monde attend dans mon entourage, je perds. Donc là, j'arrive, je me dis, peut-être que c'est pas fait pour moi parce que Ça fait 5 ans, voilà, plusieurs je me années suis que entraîné, t'attends, voilà, ouais. exactement, pour arriver et pas faire même si en fait en boxe, même si c'est beau, même si c'est ceci, ce qui compte c'est le résultat, ce qui reste. Bon, et j'ai perdu. Et en fait assez vite, tu vois, c'est pour ça que au-delà de l'ambition pour être un champion, je pense que c'est bien d'être un peu rêveur parce que moi j'ai rêvé en fait de ça. Et donc bah tu te dis bah non en fait j'ai envie de continuer parce que je rêve de ça et je rêve tellement fort de ça que j'ai envie que ça se réalise. Merde, tu vois, j'ai pas envie que ça Ouais. reste du rêve, j'ai envie d'y aller. Et donc bah tu reprends les mêmes et tu reprends et tu reconstruis. Et c'est ce qu'on appelle un peu la résilience. Et donc ça c'est une fois voilà, où ça m'avait marqué. Et puis, il y a dans un contexte totalement différent où j'ai eu une année un peu compliquée. Donc, tu parlais de Dauphine, où en fait, donc, j'ai rejoint Dauphine par une voie avec un cursus aménagé, mais qui n'a duré qu'un an, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des longs parcours. Et donc, à partir pour la suite des études, j'étais en parcours classique. Et du coup, c'était très très dur. J'avais du mal à suivre et j'avais en fait j'avais du mal à l'école, j'avais du mal à la boxe, j'étais un peu noyé. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais arrêter. Et en fait, bah pareil, tu vois, je fais un petit diagnostic et je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce, qu'est-ce que j'aime faire, tu vois? Et à partir du moment où tu as cette réponse, donc moi, il se trouve que c'était la boxe, ok? Et après, je me suis dit, pourquoi je fais mes études? En fait, non, ça peut être intéressant, je vais continuer. Je me suis concentré sur l'essentiel, c'était la boxe, tu vois? Et en fait, en me concentrant sur la boxe et en me disant on s'en fout des études, si tu veux, je me suis remis dans une énergie de réussite qui m'a permis de réussir dans les études. Ok. Tu vois, j'ai priorisé, je me suis dit non, on se concentre sur l'essentiel, enfin sur ce qui est essentiel pour moi. Ouais, ce que tu aimes faire, ce Voilà, dont tu as besoin finalement de exactement faire. ce que j'ai besoin. Ouais. Et parce que je me sens bien là-dedans, je vais réussir et du coup, je vais être plus efficace parce que je vais apprendre plus vite que si je suis saoulé, tu vois. Parce que c'est quand même de carrière de boxeur et faire un master en parcours classique Dauphine, c'est très très exigeant. Donc quand tu C'est parles de résilience, je sais que c'est difficile, c'est d'autant plus difficile de mener les deux, mais à un certain moment, c'est de se dire en fait, ce que tu dis, c'est se recentrer dans l'essentiel, ne pas être parfait, ne pas chercher à tout faire en même temps. Priorise, va vers ce que t'aimes, ce dont tu as besoin de faire. En fait, c'est un besoin chez toi, en fait, finalement, d'aller faire de la boxe. T'aimes tellement ça, c'est vital pour C'est toi. ça, exactement. C'est quelque chose que, bah, en fait, je fais ce que j'aime faire, quoi. Mais par contre, t'as utilisé un mot qui est très important, en tout cas dans moi, ma manière de fonctionner, ça a été un frein. Et je sais que pour beaucoup de personnes qui ont tendance à être cérébraux, ça l'est. T'as parlé de perfectionnisme. Et en fait, moi sur le ring, tu vois, contrairement à beaucoup de mes adversaires, mon frein, ça a été d'être perfectionniste. Pourquoi? Parce que quand tu es perfectionniste, en fait, bah, tu cherches à faire quelque chose de parfait. Et en fait, versus celui qui fait, eh ben, c'est toujours celui qui fait qui fera mieux que celui qui cherche la perfection. Parce qu'en fait, la perfection vient avec faire, tu vois. Hmm. Et il y a d'ailleurs un proverbe que j'aime beaucoup, c'est motion creates emotion. Et tu vois, sur le ring, si tu ne crées pas une occasion
par des premiers petits pas, entre guillemets, enfin, pour te faire une métaphore, bah, tu pourras jamais faire un coup parfait. C'est parce que tu as amené ton adversaire avec des petits coups qui étaient peut-être pas parfaits, mais tu es en train de construire quelque chose. Et vouloir tout de suite faire quelque chose d'extraordinaire, ça n'existe pas. Et donc, en fait, faut s'autoriser, pour les gens qui ont ces profils-là, tu vois, de vouloir faire les choses parfaites, bah, faut s'autoriser à faire et à se dire non, maintenant je fais un premier pas, même si c'est un mauvais pas, c'est pas grave, je fais le premier pas, le deuxième pas sera meilleur, le troisième pas, etc. Et là, je vais construire des pas qui vont m'emmener vers quelque chose de beau. Et ne pas trop se focus sur le perfectionnisme qui te bloque en fait, parce que tu n'es pas dans l'action. Oui, t'es pas dans l'action et puis tu te reconnectes pas quand tu es beaucoup dans l'analytique, dans le je réfléchis, bah tu es beaucoup plus dans finalement la pensée que dans l'action et ça t'empêche en fait de t'entraîner et l'entraînement bah, il renforce la confiance. Exactement, bravo, t'as tout dit. Et en fait, dans ce que t'as dit, donc je te parlais de cette année charnière où j'étais à Dauphine, et ben en fait, ce qui m'a gêné cette année-là, c'était que donc bah les cours c'est quand même quelque chose on va dire d'assez intellectuel où c'était dans la réflexion et le ring, la réflexion, elle est au service de ton intuition. Et en fait, mon intuition, eh ben je l'avais perdu. Enfin, c'est pas que je l'avais perdu, mais je l'exprimais plus. Je la laissais plus s'exprimer Oui. parce que je voulais trop réfléchir. Et en fait, bah, quand tu réfléchis, tu prends des coups, tu peux pas faire. Et quand tu prends des coups, tu perds confiance. Et quand comme tu l'as dit, tu as fait le mécanisme. Et c'est comme ça que tu t'amoindris, tu vois. Et en fait, je me suis recentré sur l'essentiel. Je me dis non, la boxe, c'est pas ça en fait. Pourquoi en fait le sport, c'est quoi? Pourquoi il y a beaucoup d'entraînement? On te dit tu répètes des milliers et des milliers de fois. Parce qu'en fait, tu répètes tellement de fois de manière à ce que ce qui devrait être quelque chose de réfléchi est presque ancré dans ton ADN et il y a plus de réflexion, tu vois, sur la technique. Ça devient intuitif. C'est naturel Ouais. et du coup tu n'es plus qu'à l'écoute de ton intuition et en fait à son service, bah, ta technique, tout ça qui est travaillé sans que tu aies besoin d'y penser. Ouais, donc c'est bien de se reconnecter à son intuition parce qu'on se reconnecte aussi à son pourquoi. Je ne sais pas si tu connais, c'est un très grand conférencier qui est Simon Sinek qui te dit bah, avant de rentrer dans le comment, dans le faire, etc., reconnecte-toi dans le pourquoi tu fais les choses, pourquoi, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton rêve, te reconnecter et là ça devient beaucoup plus facile et en tout cas de surmonter des obstacles. Dans les moments justement où tu as douté, est-ce que les réflexions que tu te fais, tu vois, pour reconstruire ta confiance, pour remonter, pour y aller, pour être dans l'action, donc oui, tu te reconnectes à ta vision, à ton rêve, est-ce que tout ce cheminement-là, tu le fais seul ou alors tu as des gens autour de toi, un mentor, des gens qui te donnent des conseils précieux? Comment ça se passe? En fait, tout ça s'est construit, c'est-à-dire que j'ai eu donc des premiers échecs qui ont été douloureux où en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais hyper bien préparé, c'est-à-dire que physiquement j'étais fort, techniquement j'étais fort et pourtant la performance n'a pas été au rendez-vous le jour où tu dois briller. Et le ring, c'est affreux parce que c'est le moment de vérité. Tu vois, t'arrives devant tout le monde. La semaine d'avant, tu peux être brillantissime à l'entraînement et t'arrives le jour du combat, nul. Enfin, nul. J'exagère. Parce qu'il y a cette pression, il y a tout ça, etc. Et en fait, donc après plusieurs comme ça échecs incompris, j'ai compris qu'il y avait un problème qui était autre que le physique, tu vois, et qui était le mental. Et si tu veux, donc mon coach de l'époque, donc faut savoir qu'on est dans des sports assez virils, assez macho, etc. Où on va dire à cette époque-là, c'était la manière de me stimuler, ça allait être plus de me bousculer avec des mots forts et pas une introspection, une réflexion sur le pourquoi. Et donc, bah, je me suis renseigné, j'ai été voir une psychologue du sport. J'ai vu que Teddy Riner en avait une, je l'ai retrouvée, je l'ai rencontrée. La même. Voilà, Ok. j'ai été la voir. Je me suis dit, elle est experte. En plus, elle suivait l'équipe de France de boxe à l'époque. J'ai été voir cette psychologue. J'ai été suivi par elle. Ça m'a pas trop plu. J'ai été voir des préparateurs mentaux. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des professionnels de cet aspect-là du mental qui, si tu veux, avaient un mode opératoire qui ressemblait à ce que je faisais seul. Sauf que, tu sais, c'est comme un parent qui dit quelque chose à faire à son fils et qu'il l'écoute jamais. Le jour où il y a un inconnu qui lui dit bah fais ça, il dit à ses parents bah, c'est incroyable, on m'a dit de faire ça, mais ça fait 20 ans que je te le dis. Tu vois. Et donc bah c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que intuitivement, tu as tendance à faire les bonnes choses, mais c'est pas pareil que quand c'est accompagné avec des praticiens et des gens qui ont de l'expérience. Et donc voilà, donc pour progresser sur ce secteur, bah, j'ai commencé à travailler le mental comme ça. Et tu sais, j'aime bien dire que pour moi, pour être dans la performance, qu'elle soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, il faut arriver à un peu une harmonie de trois verticales. Une verticale physique, donc la batterie, on va dire physique, la batterie émotionnelle et ta batterie mentale. Et si tu veux, je pense que
on est la résultante de la batterie la plus faible. Donc même si tu es à 100% de ton physique, si tu es à 15% de mental, bah, la perf, elle sera à 15%. Et tu fais comment pour les nourrir, les trois? En termes de préparation, ta préparation, ta discipline, elle est comment? Que ce soit ce que tu manges, que tu bois, Bien sûr. comment tu dors, enfin... Et bah, bravo, c'est un peu ça. Bah, déjà, la batterie physique, comment je l'entretiens? Je l'entretiens celle-là toute l'année, tu vois, avec un entraînement et avec des phases d'accélération quand on approche d'un combat. En fait, l'une induit l'autre, c'est-à-dire que si je suis trop en surentraînement, tu vois, par exemple, et que j'ai trop tiré sur le corps, bah, je vais commencer à être sensible, je vais commencer à être irritable. Donc là, tu vois, j'ai des petits indicateurs de me dire, ah, attention, je suis en train de m'entraîner un peu trop, ralentis parce que sinon tu vas faire exploser une autre. Mon corps, il est habitué, il va pas péter. Mais par contre, peut-être que émotionnellement, mentalement, je vais pas être bien. Donc, tu vois, j'ai des indicateurs comme ça. Bah, bien dormir, exactement. Essayer émotionnellement, bah, d'être. Le pourquoi, tu vois, comme tu dis, d'être en accord avec ta vie perso, en fait. Parce que si. On peut pas. Même si, quand je rentre dans la salle de boxe, je mets tous mes problèmes de côté. Tu sais, ça peut marcher à l'entraînement, mais le jour où tu dois briller, le jour où tu dois faire un championnat du monde, où tu arrives sur le Ce ring qui et que fait tu es la à nu, différence. tous tes petits problèmes, ils peuvent arriver, tu vois, ils peuvent ressurgir. Donc l'important, c'est d'arriver à être équilibré. Donc ça demande de prendre soin de ses émotions, d'apprendre à s'écouter, tu vois. Là où dans un monde actuel, c'est beaucoup plus difficile de s'écouter parce qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, moins on s'accorde, du moins, c'est pas qu'on en a moins, on s'accorde beaucoup moins de temps avec soi-même parce qu'on est sollicité par les smartphones, par tout ça, par plein de choses. Et en fait, t'es rarement au calme, tu vois. Donc, bah, par exemple, une routine très simple, c'est 10 minutes. Au moment où je me réveille, je vais faire de la respiration. Je vais faire des petits exercices de respiration. C'est simple, si on nous écoute, c'est YouTube, exercice respiration. Tu trouves le premier qui te fait plaisir et avec lequel tu te sens bien. Et tu te fais ça 10 minutes le matin au réveil. Ça va te reconnecter à une pensée, bah, créatrice, tu vois, de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire à moyen terme. Et ça va te mettre dans cette énergie d'action plutôt que de passivité, de lire, de voir des trucs. Et pour le mental, bah, ça va être de mentaliser, tu vois, ce que tu as envie de réussir, ce que tu as envie de faire. Et ouais. Mhm. Quelle est la meilleure leçon, enfin l'enseignement le plus précieux qu'un mentor ou quelqu'un en tout cas qui a compté pour toi t'a transmis et que tu n'oublies pas? Tu sais, c'est les phrases ou les mots qui reviennent. Alors, on peut le lier au sport. C'est donc quelqu'un avec qui je travaille et qui est comme un mentor, justement, et qui m'a toujours dit, parce que je suis de nature, en fait, en vérité, plutôt réservé et pas trop cavalier, tu vois, Ok. dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'était de se dire, ben, le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. Et en fait, ce que j'aime dans cette citation, c'est que, en fait, la vie a priori, va rien te donner. Et pour aller chercher quelque chose, si tu ne viens pas me demander si je veux faire une interview, ben jamais je t'aurai Jamais tu aucune me... chance, Tout bah, à fait. tu vois. Et au pire, c'est non. Et au mieux, c'est oui. Et hop, tu vois. Et donc, en fait, dans n'importe quoi, c'est de se dire, bah, il faut y aller. En fait, on repart encore, tu vois, un peu à ce qu'on dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Il faut créer une action. Et donc, bah, c'est de se dire, un oui, ça va se chercher. Et il faut pas attendre qu'on nous l'envoie, quoi. Bah oui, enfin, si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. C'est ça. Dernière question sur le stress. Comment tu trouves l'équilibre justement entre... On dit que le stress peut être positif. Euh, à quel moment tu sais que tu vas l'utiliser et va te permettre d'être plus performant parce que ça va être challenging. Et à quel moment tu te dis non, je suis pas dans le bon stress, là je suis dans le stress en fait qui va me paralyser. Regarde, je vais te répondre avec deux exemples, parce que j'ai eu, entre guillemets, la chance, pas forcément de la chance, mais en tout cas de vivre deux exemples diamétralement opposés. Il y a quelques années, donc, je fais mon premier championnat du monde au Grand Palais éphémère. Donc, comme tu sais, donc, j'ai ma société de production qui produit l'événement. Et donc, c'était la première fois qu'on faisait un événement comme ça, aussi grand, dans un lieu comme ça. Ça engageait beaucoup de coûts on va dire, j'avais une charge mentale importante sur l'aspect financier, parce que j'avais peur de perdre un peu d'argent. Et en même temps, j'avais la charge mentale du combat. Et en fait, la charge mentale, donc j'avais deux tâches, si tu veux, à gérer, deux grosses tâches. La charge de l'événement était si grosse que, à quelques jours de l'événement, quand j'ai vu qu'en fait, bah, tous les clients étaient ouverts et que ça y est, on était rentable, on allait bien se passer, et ben, j'ai eu une chute de stress parce que, ah, ça y est, l'objectif est atteint.
Ce qui a fait, c'est que je me suis arrivé le jour du combat, pas de stress, tu vois. Je me dis ça va monter, je dis à mon entraîneur quand il me fait le bandage, je me sens comme ailleurs, tu vois, pas de pression en fait, pas de peur en fait justement, Oui. pas tout ça. Quand j'arrive dans la salle, justement là je vois tout, ma mère, en fait je vois tout quoi, tu vois qu'au lieu de voir un tunnel et le combat, dans cet état-là, et le jour du combat, bon même si je l'ai gagné, combat difficile etc. Et j'étais absent en fait, tu vois, j'ai dû moduler avec ce que j'avais comme ressources sur le moment, mais j'avais pas la niaque quoi, tu vois. Ouais. Et donc en fait ce jour-là j'ai compris que bah en fait avoir de la pression c'est hyper important parce que c'est ça qui va faire que tu es concentré, c'est ça qui va te donner faim, c'est ça qui va faire que ben, tu vas aller peut-être plus loin que Et d'être beaucoup plus créatif aussi dans ton Exactement. jeu. Donc, en fait, pas du tout de stress, bah, t'es entre guillemets hyper lax, Sur tes acquis finalement. ouais, et t'es comme s'il n'y a pas d'enjeu, quoi, tu vois, et l'enjeu il est important. Et dans un autre cas, bien sûr, le cas extrême, c'est donc t'as trop de stress. C'est les cas qui m'ont fait aller voir un psychologue. Et ben tu te sens, comment dire, tu vois, ankylosé. T'as du mal à lâcher tes mouvements parce que t'as limite une crise de tétanie, quoi. Tu vois, on va dire. Et du coup, bah là, c'est trop de stress. Et du coup, faut faire de la relaxation, etc. Et en fait, bah, je me suis aperçu que il y a un niveau optimal de stress où oui, t'as du stress, oui, t'as un grand stress. Et derrière, ben, tu sais comment le gérer parce que justement, tu as les ressources, tu as tout ça. Voilà. Après, c'est vrai que pour peut-être généraliser sur d'autres univers, là où en boxe c'est différent, c'est que, enfin, ou dans le sport, on a des grands pics de stress et ça redescend. Et en fait, ce qui est dangereux et qui peut arriver en entreprise, c'est qu'il n'y a peut-être pas des pics aussi hauts, mais c'est que des fois ça s'enchaîne. Et quand tu es sous stress pendant longtemps, bah, c'est là que ça pète. Tu vois, à un moment donné, faut aussi faire des relâches pour bien revenir. Et donc, bah, nous, la relâche, c'est l'après-combat, quoi, tu vois. Tu dirais quoi au Cyril qui a 20 ans? Au Cyril qui a 20 ans, dans le monde actuel Dans le ou, monde ou à actuel, l'époque où ouais, j'étais? si tu te retournes et tu regardes le Cyril qui a 20 ans, si, le Cyril de 20 ans, quand il avait 20 ans, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais d'écouter ses rêves et de vraiment, vraiment faire tout ce qu'il a envie de faire sans se poser de questions et de faire les choses pour lui, tu vois. Je lui dirais ça. Et je vais quand même rajouter, si j'avais 20 ans aujourd'hui, et je lui dirais vraiment de faire attention aux écrans. Il y a un vrai sujet, quand on parle de stress, là, il y a un vrai sujet sur l'exposition des écrans. Mais je crois que c'est un sujet primordial d'ailleurs au sein Mais du oui. gouvernement. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, il m'est arrivé quelque chose de fabuleux. De mes 13 ans à à peu près 20 ans, j'ai passé entre une demi-heure à une heure et demie seul dans ma chambre. Je faisais des petits abdos, mais c'était en fait, je te dis ça parce que c'était ce que je faisais. Et en fait, pendant ce temps d'abdos, qui était pas vraiment des abdos parce que j'en faisais, mais j'étais pas dans une concentration du sport, tu vois. J'étais en train de m'évader et je rêvais de devenir champion. Je rêvais de chacun des trucs que je voulais réaliser. Et en fait, ça me faisait du bien et je me souviens même on venait me dire oui, il y a le téléphone pour toi parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable, il y a le fixe. C'est pas grave, je rappellerai plus tard. Ou je me souviens encore d'histoires où mon grand-père vient me voir et me dit quand même, c'est pas le moment de faire ça parce qu'on était en deuil d'un truc. Et en fait, ça me faisait du bien, tu vois. Et en fait, ce moment-là, ben aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup de mal à les retrouver parce que justement, il y a des smartphones et à l'époque, on avait des petits cellulaires, c'est pas pareil, tu On vois. n'avait pas les réseaux sociaux. Il y avait moins de sollicitations, tu vois. Et bon, après, t'as moins de sollicitations, peut-être entre 14 et 20 ans, mais justement, à cause des écrans, ben, les jeunes s'en mettent. Alors qu'avant, il y en avait moins, tout à tu fait. vois. Et donc, je pense que le vide, il est super important. Parce que c'est le vide qui permet la création. Tout à fait. C'est l'ennui, le vide où tu vas chercher des idées, tu vas laisser Ouais. place à ton imagination. Qu'aujourd'hui, les jeunes avec TikTok ne s'octroient pas ce temps-là. Et de toute façon, les dégâts sont monstrueux.
C'est en train d'être prouvé et j'espère que les générations à venir, peut-être que la génération d'aujourd'hui qui ont 20 ans, c'est la génération qui paye, mais certainement la génération qui arrive le payera moins parce qu'on va plus prendre conscience des dégâts justement Bien sûr, ouais. avec ce qu'on dit et de faire prendre conscience. Cyril, du sport, du combat, donc je sais que tu es entrepreneur, en tout cas tu es conférencier, tu es mannequin, tu gères tes contrats. Qu'est-ce que tu utilises concrètement, tu vois, de tout ce que tu as appris dans ton sport aujourd'hui dans les affaires, où tu sens vraiment que ça fait la différence? Alors, la première chose, en fait, c'est que grâce au ring, j'ai appris à me reconnecter à qui j'étais. Si tu veux, en fait, je me suis rendu compte qu'en combat, je me suis cherché, tu vois, dans les styles. Et c'est vrai que les styles de combat que tu as en tête, c'est des attaquants, c'est des mecs comme Mike Tyson, tu vois, qui sont très offensifs parce que c'est ce que les gens aiment. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que dans la vie, jeune et même depuis toujours, j'étais pas du genre à parler le premier. J'étais plus à l'écoute, même si je parlais, mais j'étais plus à l'écoute. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que c'est pour ça que j'étais meilleur en défense qu'en attaque, et qu'en fait, du coup, mon style serait basé sur la contre-attaque. Et en comprenant ça, ça m'a toujours servi en fait en rendez-vous, bah, en fait, d'être une suffisamment bonne estime de moi pour ne pas avoir besoin de parler de moi en fait, et de simplement être à l'écoute, parce que quand je suis en rendez-vous, en fait, si tu veux, plus je suis à l'écoute, plus j'en sais sur mon adversaire, enfin pas mon adversaire, mais plus j'en sais sur mon rendez-vous, Tout à fait. et ce qui fait qu'en fait, le type m'a donné 25 000 cartes, ou la nana, quoi, enfin la personne en face de moi, m'a donné énormément de clés que j'avais pas au départ. Et plus je le laisse parler, plus il me donne des clés. Et donc, c'est de se dire, ah non, non, t'as envie de parler, mais pourquoi j'ai envie de parler en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce que j'ai envie de parler pour lui dire que. Et souvent, quand t'as envie de parler, c'est ton ego. On s'en fout de ce que tu vas dire. Et donc, là, j'ai un objectif, effectivement. C'est d'arriver à une négociation ou quoi. Et donc, c'est de le laisser me donner le maximum de choses pour rebondir. Une fois que vraiment, je sens qu'il a plus de carburant pour parler, avec les éléments que lui a envie d'entendre, tu vois, et que je vais pouvoir construire. Et en fait, c'est comme ça que j'y arrive. Et après, le sport, ce qui m'apporte surtout, c'est que jamais j'ai envie de baisser les bras, tu vois, C'est la quand c'est dur. persévérance. Ouais, voilà, la Ouais. persévérance. Et je me dis jamais, ouais, j'arrête parce que c'est compliqué, quoi, tu vois. Ça, c'est pas dans mon état d'esprit. Tu as dit quelque chose de très important en termes, tu vois, on est parti sur un skill sur cette interview, mais évidemment, t'en as beaucoup et comme plein de gens, on a plein de compétences. Mais il y en a une qui est fondamentale quand t'as dit le mot estime de soi. L'estime de soi, c'est justement, elle permet, quand on a une juste estime de soi, genre, elle n'est pas trop élevée et elle n'est pas basse, ça veut dire qu'on connaît notre valeur, on sait ce qu'on vaut. Et en réalité, c'est ça qui te permet justement d'être toujours d'égal à égal face à quelqu'un que tu peux considérer, que tu peux admirer pour son parcours, ce qu'il a fait, mais quand tu arrives, en fait, tu sais ce que tu as apporté. Donc tu es là, tu te dis, en fait, je suis là pour écouter, pour prendre les informations et voir, en fait, si finalement, je peux apporter quelque chose d'utile et si on peut faire quelque chose ensemble. Et l'estime de soi, c'est une autre compétence, mais elle est primordiale dans ta confiance en toi et justement dans l'adversité aussi. C'est de ne pas se sous-estimer et de se dire on est d'égal à égal. Donc quand tu arrives, encore une fois, sur le ring et que tu as en face de toi quelqu'un qui est un champion de boxe, qui a un meilleur classement que toi, justement à ce moment-là, est-ce que tu vas aller justement appuyer sur ça? Sur quoi tu vas appuyer pour te dire, mais en fait, j'arrive en fait d'égal à égal? Tout en restant objectif, hein, c'est pas de se surestimer. En fait, si tu veux, en toute modestie, tu vois, quand j'arrive face à un adversaire qui a par exemple un plus gros palmarès que moi, déjà j'y arrive, c'est pour une raison. Donc, et je sais que j'ai travaillé, j'ai vu ce qui allait faire que j'étais capable de gagner. Et en fait, je me suis vu gagner aussi. Tu vois, j'ai autorisé C'est dans mon. la Dans la visualisation. visualisation, j'ai autorisé mon cerveau, mon imagination à me voir gagner. Et du coup, si je l'ai rêvé, c'est que c'est possible, tu vois. Et voilà, et après, après, c'est de manière plus pragmatique, c'est de me dire, voilà, il fait ci, il fait ça. Moi, je vais contre-attaquer de cette manière pour prendre l'ascendant sur le combat.
Est-ce que tu penses dans le business que c'est important de s'entourer de personnes qui ont une longueur d'avance sur nous? Alors, en fait, c'est important. J'ai eu la chance, au travers du sport et des études, de rencontrer des fondateurs de gigantesques boîtes. Et en fait, c'est toujours la même chose. Pour moi, les founders, c'est des oufs, en fait. C'est des mecs un peu créatifs, qui sont courageux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur, en fait, de risquer. Et surtout, qui ont suffisamment de gestion de leur ego pour mettre à leur côté des super directeurs qui sont beaucoup plus intelligents qu'eux sur toutes les particularités, mais qui sont pas des courageux. Ça veut dire que c'est des mecs, tu te dis tout le temps, mais pourquoi ce mec-là a pas monté une boîte? Parce qu'en fait, il a pas les soft skills, celui-là. Entre guillemets, un mec brillant qui va être capable de tout gérer, mais la pression de monter quelque chose Et de et prendre des décisions. exactement, Ouais. ça c'est pas son domaine, tu vois. Donc ça sera un super bras droit, ça sera un super dirigeant. Et donc vraiment la principale ressource, tu vois, pour moi, c'est d'être capable de s'entourer de gens meilleurs que toi, en fait. Enfin, du moins meilleurs sur... Sur un domaine précis. bien sûr, Oui. s'ils sont meilleurs partout, je pense que C'est c'est pas une l'intérêt, mauvaise bien sûr. estime. Ouais. Ouais. Enfin, ou alors tant mieux si tu arrives à trouver meilleur partout. Mais généralement, c'est surtout voilà, de se dire, mais ce mec-là, en fait, il est meilleur que moi. Il faut absolument qu'il soit dans mon équipe. Cyril, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit avec tous ces insights précieux, est-ce que tu peux nous donner les 3 clés pour gérer les pics de stress? Alors oui, pour gérer son pic de stress, on va dire, il y a 3 clés. La première, c'est de se reconnecter, comme on le disait, à son pourquoi, à ses ressources, en fait, à tout ce dont on est capable. Et on s'aperçoit souvent qu'on est capable d'éviter cette zone de stress parce qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. La deuxième, c'est être dans l'action. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais les choses, t'as pas le temps d'avoir le cerveau pris et bloqué. Tu vois, t'es dans l'action. Donc, c'est y aller, en fait. C'est de se dire, ça y est, je saute maintenant. Il y en a marre de regarder, c'est trop haut, c'est pas trop haut, j'y vais. Et la troisième, c'est des techniques beaucoup plus pragmatiques. En fait, c'est comme je vais faire dans mon accompagnement de préparation mentale, ça va être de la sophrologie, de la méditation, toute une sorte de techniques qui vont correspondre à ma gestion du stress. Alors là, moi, je t'ai parlé de ça, mais t'en as pour qui sont moins sportifs, ça va être, enfin, qui sont moins sportifs, qui sont pas sportifs de haut niveau, où ça va être justement de faire du sport très intense, 45 minutes, ça va leur faire du bien pour le stress. Donc c'est trouver en fait, sa méthode, elle peut être douce, donc je te disais de la méditation, de la respiration, du yoga, ou elle peut être un peu plus musclée avec des gens qui veulent faire un super effort physique de 45 minutes, 1 heure pour se vider l'esprit. Parce que pendant ce temps-là, en fait, pendant le temps de cet effort, t'es plus dans le cerveau, t'es dans l'action. Ouais, et puis j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu es dans un moment de stress. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ma première prise de parole, j'avais forcément la boule au ventre. Et je pense que si j'avais eu cette phrase de se dire, en fait, mais en fait, c'est toi qui as décidé d'y aller. C'est toi qui as décidé d'être là. Et c'est normal, parce que dès qu'on sort de sa zone de confort, on est forcément un peu dans la peur. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on est obligé d'aller solliciter des nouvelles capacités qu'on n'a pas. Mais en fait, en réalité, moi, je trouve que l'entraînement aussi, il est primordial. Parce que si tu sais que tu t'es entraîné, ta peur, c'est normal. Le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Tout le monde l'a, à tous les niveaux que ce soit. Mais c'est juste qu'à force de t'entraîner, ça va faire baisser un peu ton stress. Et c'est ce que je retiens en tout cas de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Tu sais, tu parles d'entraînement, regarde. Dans une semaine type de préparation pour un combat, t'as plein de types d'entraînement. Mais en vérité, il y a un seul entraînement de la semaine qui compte. C'est ce qu'on appelle le sparring. C'est un combat avec plein de protection. Un vrai combat, mais à l'entraînement. Parce qu'en fait, c'est ce qui se rapproche le plus du combat. Et que tu cours hyper vite, que tu pousses au développé couché, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est que tu sois performant à ton sparring parce que c'est ça le combat. C'est pas un concours de musculation ou un sprint. Et donc, ça demande de faire beaucoup d'entraînement pour en fait avoir le maximum de ressources à puiser quand on a besoin d'y penser. Et de la même manière, quand je te parlais de préparation mentale, parce que même si demain je dois faire ma première conférence, le fait de m'être visualisé plein de fois en train de la faire, mine de rien, le jour où je vais arriver, mon cerveau, tu sais, il discerne pas le vrai du faux. Oui, tout à fait. Donc j'ai réussi à lui mettre un écran et lui faire croire que je l'avais déjà fait 50 fois. Donc tu te vois en fait dans la je me salle vois, devant bien sûr, je me vois dans la salle des centaines de personnes, voire des milliers, et ça te permet le jour d'arriver, c'est comme si tu l'avais déjà c'est ça. Et d'ailleurs,
tu vois, tu me parles de conférences et j'ai eu la même chose que toi. La toute première fois que j'ai fait une conférence en public, c'était un TEDx, tu vois. Et je me souviens que quelques minutes avant, j'avais un peu peur, un peu de trac et j'avais pas bien préparé le truc et tout. J'étais plus jeune, j'avais trop d'ego. Je me suis dit, ah, moi je suis champion, j'ai pas besoin de me préparer pour un truc comme ça. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur de bugger, etc. Et en fait, finalement, bah, j'ai repensé à un autre moment de succès, c'est-à-dire que j'ai repensé à quand je monte sur le ring, qu'il y a du monde, c'est un peu pareil, etc. Et je me suis dit, ben voilà, je vais pas me freiner pour ça. Ce que je fais à côté, bah, c'est tout aussi stressant, tu vois. Et du coup, je me suis servi de ressources différentes, tu vois, parce que j'avais pas encore fait de conférence dans mon C'était ta expérience. première fois, bien sûr. Voilà, et en fait, bah, ça m'a aidé à y aller. Et une fois que tu y vas, enfin en tout cas, pour ça je dis qu'il faut y aller une fois que tu y vas et que tu as le micro et que tu commences à parler, ça y est, c'est Ça y est, parti. c'est parti, tu es dans Tu vois, l'action et t'es forcément plus bien sûr. dans le stress. Comment on pourrait aider nos auditeurs à passer à l'action, disons, avec ce qu'on est en train de dire, se dire dans les 24-48 heures, de se dire, bah, en fait, ils vont faire quelque chose de nouveau qui va leur permettre de mieux gérer leur stress. J'ai eu une invitée avant toi il y a quelques jours, c'était sur un autre skill qui était l'art du réseau. Et le skill challenge, ça a été qu'ils devaient rencontrer 2 nouvelles personnes pendant un jour, pendant une semaine. C'est-à-dire d'aller rencontrer des gens qui ne connaissent pas, juste d'être dans la nouveauté et donc pour développer leur réseau. C'était le skill challenge. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme skill challenge avec notre discussion que les auditeurs pourraient mettre en place tout de suite pour gérer leur stress et la pression pour la faire rebaisser? Bah, en fait, c'est de se mettre dans des situations stressantes. C'est-à-dire que si jamais tu te dis, bah, moi, par exemple, je veux faire du réseau, mais j'arrive pas à parler, j'ai un peu de mal à parler aux gens, bah, demain, quand tu vas à la boulangerie ou quoi, bah, tu essaies de parler à quelqu'un dans la file d'attente parce qu'il n'y a pas d'enjeu, tu vois, hop. Et en fait, tu essaies de te dire, alors là, c'est l'exemple de la peur de parler à un inconnu, hein, j'en sais rien, il y a plein d'autres facteurs de stress sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est d'essayer de trouver bah, un exercice sans enjeu qui ressemble à celui que tu as envie d'y arriver, tu vois, ton objectif final, et tu te le découpes, tu dis attends, mais en fait, finalement, c'est quoi qui me fait peur, c'est d'aller parler avec un tel, ben ok, je vais commencer à aller parler à quelqu'un que je connais pas, c'est déjà une première étape, et de fur et à mesure, je fais ça. Alors après, ça peut être dans d'autres domaines, mais donc, bah, c'est de s'initier, on va dire, des sous-objectifs qui seraient en lien avec l'objectif final. D'accord, donc ce serait par exemple d'aller chercher quelque chose dont on a peur. Après, il faut avoir aussi la conscience et l'ego de se dire on a peur de quelque chose. En tout cas, je sais que quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on procrastine souvent. La chose qu'on remet toujours au lendemain, ou ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas fait pour moi. Mais de se dire en fait la chose dont tu as peur, juste vas-y. Même si tu as peur, vas-y et essaye en fait de te reconnecter à pourquoi tu as décidé de le faire. Passe à l'action et si tu sens que ça monte trop, bah, entraîne-toi en fait à l'exercice de visualisation. Donc est-ce qu'on pourrait dire en skill challenge sur une semaine, de faire au moins une fois par jour quelque chose qui te fait peur? Bah, en fait, c'est changer une habitude, en fait, quelque Ouais, part. bah Tu oui. vois, C'est d'entraîner ton cerveau. Ben ouais, parce que quand on parle du stress, en fait, c'est quoi c'est ce qu'on disait, c'est quand tu es face à une situation nouvelle et demain, il y a un lion qui débarque dans le. Ça, j'ai pas préparé mon cerveau à ça. Non. Donc je risque d'avoir peur avec toi. Enfin, peut-être pas toi, mais en tout cas, moi, je risque d'avoir peur. Moi, j'aurais pas. Et je me souviens, je te prends un exemple fou, hein, un de mes préparateurs mentaux qui avait visualisé sa femme et ses enfants mourir. Tu vois, il a fait cet exercice plusieurs fois parce qu'il s'est dit si jamais ça m'arrive, je serai prêt. Bon, je te parle d'un exemple, il est Non, ouf. mais Hein. c'est intéressant. Mais c'est tu vois. intéressant, c'est parce qu'en fait, moi, par exemple, avec ma fille, je stresse souvent. Je me dis, si elle sort de l'école et que elle est avec sa nounou et que la voiture, elle passe et je pense à des choses. Je pense en tant que parent, En fait, je pense que quand tu vas à l'extrême, finalement, tu deviens beaucoup moins anxieux. Bah, en fait, lui, il est allé à l'extrême et il a fait le deuil de si jamais ça allait jusqu'au bout, je pense, tu vois. D'accord. Donc c'est hyper glauque. Hein. C'est un peu extrême. C'est un peu extrême, mais voilà. Et moi, ça m'avait choqué. Mais en fait, je me dis, ok, comme ça, en fait, il est dans le. Finalement, carrément, peut-être qu'il est dans un. Il profite encore plus maintenant de ses enfants parce que il s'est aussi rendu compte que tout était volatile, tu vois. Même si j'espère et il y a beaucoup une probabilité importante pour que ça soit lui qui parte avant ses enfants, comme dans la logique veut dans le monde. Mais donc voilà, c'est encore une fois, c'est par la pensée. Maintenant, d'un point de vue vraiment pragmatique dans ce que tu me dis, l'idée c'est d'arriver à intégrer une routine qui va en fait te permettre de sortir de ta zone de confort, mais
pas forcément en lien avec un objectif. En fait, si tu fais quelque chose avec lequel t'es pas à l'aise, il y a du stress, tu vois. Et donc, bah, si t'arrives à... Et c'est normal. Et c'est normal. Et Et c'est en normal. fait, plus tu vas te retrouver dans des situations à faible stress, bien sûr, on va pas te Hmm. demander de faire un saut à l'élastique toutes les semaines, mais eh ben, en fait, tu vas être fier de toi déjà. Donc en fait, il va se passer plein de choses. On ne parle que d'une skill, mais tu vas aussi augmenter ton estime de soi. Parce que tu Complètement. seras fier de toi. Et donc, c'est être capable de se créer une routine, comme tu dis, où tu vas changer. Même moi, ça me sert. Je fais pas ça. Je suis en train de me dire, je vais commencer à faire des nouveaux exos grâce à Nadia. Donc ouais, ça va être d'intégrer une routine avec un nouvel exercice qui crée du stress. Et surtout, qu'est-ce que je fais du résultat? C'est-à-dire, bah, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je le referai demain. Et ça marchera demain. Et si ça marche pas demain, ça marchera après-demain, etc. Et si ça a marché, bah, c'est d'être capable de le mettre dans un tiroir et de me dire waouh, bravo, t'as réussi à faire ça. Souviens-toi, parce que le jour où tu auras un truc à faire que tu n'as jamais fait, souviens-toi que tu as déjà réussi une première fois. Et ton cerveau, il adore ça parce que quand tu es fier et que tu célèbres ta victoire, en fait, tu lui envoies de la dopamine et il Bien va aller sûr. vouloir le rechercher, ce plaisir-là que tu as ressenti. C'est très intéressant. Et ce que tu as dit avant aussi, c'est très intéressant parce que dans le coaching, en tout cas dans les neurosciences, quand on sent que quelqu'un a peur, en fait, on essaye d'amplifier sa peur. Si on la pousse, on la pousse au max et on lui dit, ok, est-ce que tu survis? Genre, ok, tu perds ton boulot, ok, tu vas rater ce combat, ok, ta nana ou ton mec va te laisser tomber. So what? Est-ce que en fait tu survis? Si la personne en face te dit non, je survivrai pas, bon, c'est qu'il y a un autre problème beaucoup plus profond. Là, faut aller voir, il y a un traumatisme plus profond. Mais si la personne te dit en fait non, je vais survivre, c'est qu'en fait c'est une imagination du cerveau. Et je trouve ça intéressant parce que tu vois, pareil, on entend souvent des personnes qui ont peur des souris. Genre quand elle Mhm. va voir une souris passer, elle va monter sur il ou elle va monter sur la table, va crier. Et je pense que si tu t'entraînes justement, tu entraînes ton cerveau à te dire bon bah en fait il y en a 100 qui sont dans la pièce, bah, le jour où t'en vois une, bah, finalement t'as pas peur. Et j'ai trouvé ça Bah ouais, non, hyper mais bien intéressant. sûr. La visualisation, elle est hyper Elle est intéressante. puissante, ouais. Elle est très très puissante. Merci pour tous ces conseils précieux. Est-ce que dans ton entourage, tu connais des gens que tu recommanderais, tu vois, qui viendraient dans ce podcast, qui tu dis, ils ont un super skill, pas forcément comme le tien, ça peut être autre chose, et qui tu penses pourrait vraiment transmettre quelque chose aux auditeurs de Skills. Mais ça peut être dans un domaine différent. Mais j'essaye toujours de voir le bon côté et du coup je me dis toutes les personnes que je connais pourraient venir parce que il faut juste qu'elles soient capables, alors elles sont pas toutes capables justement, de réaliser des choses qu'elles ont fait qui sont souvent bien, tu vois, mais, par exemple, une personne qui aurait fait... Que tu trouves inspirante, qui a un skill qui est un peu, qui est poussé un peu à son maximum. C'est vrai que une personne, moi, enfin, que je trouve hyper intéressante, ce sont les entraîneurs. Parce que, en fait, ils font un travail sur l'autre. Du coup, généralement, ils ont dû faire un travail sur eux. Des fois, pas forcément. Tu vois, ils sont capables de transmettre sans avoir fait le travail sur eux. Et donc, je trouve que c'est passionnant de comment tu arrives à partir d'un point A et emmener quelqu'un à un point B. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés dans une académie de tennis, là où où il y a un coach qui est brillant qui s'appelle Patrick Mouratoglou. Oui, bien sûr. Et je pense que Patrick, tu vois, pour l'avoir un peu écouté au travers de son expérience qui s'est pas passée comme il l'aurait voulu dans sa carrière de sportif, bah, finalement il s'est rattrapé dans autre chose. Et du coup, l'idée de cette skill, c'est que je pense, ben, rien n'est figé. Et tu vois, et aujourd'hui, quelqu'un qui ne le connaît pas doit se dire c'est hyper successful, c'est génial. Et peut-être que Patrick, au fond de lui, il est heureux, mais tu vois, lui, il travaille parce qu'il aurait rêvé sûrement de devenir champion de tennis et qu'il avait sûrement le potentiel pour y arriver et plein de choses, mais qu'il l'a pas fait parce que pour X ou telle raison. Et du coup, ben, hop, il a pris un virage et c'est devenu un entraîneur super successful, qui a monté une académie, qui a fait plein de choses, où il a réussi du coup à réunir en plus des qualités business dans des qualités de management d'athlètes. Et du coup, bah, comme on s'est croisé là-bas, j'ai pensé à lui.
Oui, bah écoute, bah, c'est super, merci parce que j'aurais pu y penser et je n'y avais pas pensé, donc merci beaucoup Cyril. En plus, j'avais regardé une interview de lui où quand il était petit, en fait, je crois qu'il est resté pendant plusieurs années sans parler, il était très timide, alors qu'aujourd'hui, il est très bon quand même en communication, il communique très bien Il est sur brillant, l'académie, il est bien sûr. brillant en Il est termes de... brillant, c'est un super marketeur. Et, et tu vois, et un jour, il a dit quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant dans une interview où on lui demandait est-ce que ça t'arrive, tu vois, de coacher, on te paye beaucoup d'argent, donc en échange d'argent, de coacher un enfant avec qui tu sais qu'il n'y aura rien à faire, tu vois, qui ne percera jamais. Et lui, il a répondu ouais, mais jamais, jamais je briserai son rêve, tu vois. Et en fait, c'est hyper noble de faire ça, parce que quand tu t'appelles Patrick Mouratoglou, que tu représentes, que tu es une sommité, ce que tu dis, c'est la vérité. Dans les oreilles d'un Oui, enfant, ça devient ce qu'on ça, appelle des croyances. ça devient une croyance. Complètement. Et donc, c'est très dur à déconstruire. Et le fait qu'il ne dise pas ça, parce qu'il a raison, parce qu'en fait, on ne sait pas la Rien vie de n'est Brett. figé. Rien n'est figé. Tout à fait. Et le fait qu'il arrive en fait, à mettre de se dire, en fait, ça n'apporte rien, que je dise ça ou pas ça, ça peut que faire du mal. Je trouve que cette bienveillance-là, cette empathie, elle est constructrice. Oui, je vois. Moi, il y a une philosophie que j'aime bien, c'est quand tu dis des choses positives à quelqu'un, sois très précis. Dans le sens, c'est pas la peine de dire à quelqu'un, t'es génial, t'es super. Sois précis. En quoi il a été bon, qu'est-ce que tu as observé qui te permet de dire en fait que c'est top ce qu'il a fait. Et en revanche, sur la critique, sois beaucoup plus général dans le sens, ok, t'étais pas au top de ta forme aujourd'hui, tu feras mieux la prochaine fois, et d'être moins précis en fait sur ce qui va pas. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je souris parce que euh, si tu veux, quand tu as parlé là, tu as parlé de précision, tu as parlé d'observation et tu as parlé du choix des mots. Et en fait, moi j'ai un regret, c'est de pas lire assez. Et j'ai la chance, enfin, parce que j'estime que c'est une chance, d'avoir eu mon premier coach qui est devenu préparateur mental, qui m'a un jour parlé d'un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Introduction à la communication non violente, Marshall Rosenberg. C'est le livre de chevet de... attends. C'est le seul livre que je lis. Ah bon, voilà, moi c'est le seul livre que je lis. Et en fait, ce livre est extraordinaire. En plus, tu as une préface de Krishnamurti qui t'explique que le plus haut, je crois extrait de son livre sur l'éveil de l'intelligence, mais où en fait il t'explique que l'intelligence, qu'on a du mal à faire dans des pays occidentaux, c'est d'être capable d'observer une situation sans émettre de jugement. Tu vois. Et ce qu'il a fait, c'est ça en fait. Quand il observe et qu'il coach quelqu'un sans mettre de jugement, de dire en fait tu ne seras pas capable de faire ci ou quoi, ça c'est un jugement. Et on est souvent dans le jugement. Et pour revenir sur ce que tu m'as dit où il faut être très précis, dans ce livre en fait, justement, donc c'est beaucoup dans le rapport à l'enfant parce que c'est la construction, c'est l'avenir. C'est vrai que de dire écoute Cyril, je t'ai trouvé bon sur tel podcast, en revanche à ce moment-là dans le podcast c'était pas clair, c'était pas terrible. Là je vais me remettre en question, je vais me dire c'est intéressant ce qu'elle me dit, c'est effectivement constructif. c'est constructif. Par contre si tu me dis il était nul ton podcast, t'étais nul, voilà. Ouais. En fait déjà ça me renvoie à moi, mon identité, moi je suis pas bon, moi je suis ceci, donc ça me remet en question et du coup ça me fait mal et ça me braque, je veux plus te parler. Et donc, en fait, d'être précis, en fait, quand t'es précis, généralement, tu fais pas mal aux gens. Ouais, si tu parles à quelqu'un qui a suffisamment, bien sûr, un niveau de conscience élevé, d'intelligence, et tu remets pas en question la personne, mais juste un point spécifique, en fait, de ce qu'il a fait, qui peut être meilleur. Et on a tous envie d'être meilleur. Donc, bien la sûr. façon de l'amener. Merci beaucoup, Cyril. N'oubliez pas le skill challenge de Cyril. Allez dans les choses qui vous font peur. Entraînez-vous, reconnectez-vous, faites de la méditation. La visualisation est hyper importante et surtout soyez dans l'action. Ton parcours est un véritable exemple de résilience et de force mentale. Alors vraiment, merci beaucoup. J'étais très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci Cyril. Merci Nadia.